Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TEDAR TV pour suivre cet tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur la problématique d'accès à l'eau potable au Congo-Brazzaville. 61 ans après son indépendance, quelle politique sociale notamment sur l'accès à cette denrée tout à fait vitale. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Destin Gavet, président du mouvement républicain. Moi, c'est Christian Perrin. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur TEDAR TV. Bonjour, Monsieur Destin Gavet. Bonjour, Christian Perrin, la voix de la diaspora. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. L'eau, c'est la vie, ce n'est pas moi qui le dis. Que représente actuellement, donc je l'ai dit d'entrée de jeu, dans mon introduction, 61 ans après son indépendance, quel est le niveau d'accès d'eau au Congo-Brazzaville? Bon, mais Monsieur Christian Perrin, là vous posez une question qui est au cœur du quotidien des Congolais, c'est-à-dire l'accès à l'eau et aussi à l'électricité. Il est quand même assez triste de constater qu'après 61 ans d'indépendance, notre pays n'arrive pas à servir son peuple en eau potable. Et donc aujourd'hui, déjà lorsque vous parlez de l'eau, je voudrais d'abord commencer par dire ceci. Le nouveau ministre en charge de l'hydraulique et de l'énergie, M. Honoré Saï, qui est membre de l'UPADES, un parti qui est censé être à l'opposition, mais qui se retrouve au gouvernement, a un forage chez lui, à Dolizy, au quartier Tila, où ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau aux citoyens congolais. Ils vont, c'est-à-dire comme vendre là, en échange... Oui, en échange d'argent, c'est-à-dire vous venez avec 3 bidons, vous donnez 100 francs, on vous sert de l'eau. Donc c'est une façon de dire que si lui, le responsable de l'eau, c'est-à-dire le ministre de tutelle des questions hydrauliques, vend de l'eau, vous comprenez quel est le niveau aujourd'hui au Congo d'accès à l'eau potable. Donc pour répondre à votre question, c'était une parenthèse, le niveau d'accès à l'eau potable aujourd'hui au Congo est une utopie, c'est une illusion. Déjà d'après les statistiques de la Banque mondiale, en zone rurale, il n'y a que 5% de la population congolaise qui ont accès à l'eau potable. Je dis bien 5%. Et lorsqu'on va dans la zone urbaine, donc les grandes villes, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, le taux, il est de 30%. Vous imaginez un pays comme le Congo, qui est très arrosé de gauche à droite, avec des affluents des cours d'eau, des fleuves, etc., et que l'État est incapable de donner de l'eau potable à la population. Donc lorsqu'on dit l'eau, c'est la vie, et donc au Congo, il n'y a pas de vie, parce qu'au Congo, il n'y a pas d'eau potable. Au Congo, la population est obligée de boire l'eau de puits, l'eau de la pluie, l'eau non traitée. C'est ça le quotidien des Congolais. À 90%, les Congolais n'ont pas l'eau potable, n'ont pas l'accès à l'eau potable. Quand même l'eau qui coule au robinet, mais vous allez comparer ce taux avec du gingembre. Donc l'accès à l'eau potable au Congo n'existe pas. Quand vous dites, vous comparez cela au gingembre, ça veut dire au jus de gingembre, c'est-à-dire notamment par sa couleur ou... Mais bien évidemment par sa couleur. Donc le traitement ne se fait pas selon les règles de l'art. Le paix, tu as besoin de maman, tu as droit pour l'Afrique, tu as la mamba. Tu as la maman, tu as droit à la malari, tu as la njebe, tu as la vinu, tu as la njebe. Ah le paix, tu as droit pour l'Afrique, m'pachi. Lorsque vous visitez les stations de traitement d'eau, vous avez pitié. Moi, j'ai fait des stages, par exemple, à Dolizy, à la station de traitement d'eau en 2013, lorsque j'étais étudiant. Mais je vous assure que j'avais mal. J'avais mal. Il n'y a rien à voir avec le traitement d'eau. C'est de l'amateurisme. Donc aujourd'hui, l'accès à l'eau potable au Congo, c'est une illusion, comme je l'ai dit. Et alors, lorsque vous dites, vous avez dit que l'accès en zone urbaine, c'est pratiquement 30%. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous savons que le Congo est un pays quand même producteur du pétrole. Et s'il y a redistribution, j'allais dire, des revenus pétroliers, la population devait en profiter par évidemment l'accès à l'eau potable, à l'électricité et bien d'autres services. Alors, quel est donc, puisque vous êtes aussi en politique, est-ce qu'il y a cette volonté d'amélioration quand même des conditions d'accès à l'eau potable, par exemple? Mais il n'y a pas ça, il n'y a même pas ce minimum. C'est-à-dire, M. Christian Perrin, lorsque vous parlez du Congo, un pays
troisième zone subsaharienne en production pétrolière. Mais il ne faut pas oublier, dans ce pays, nous avons pu avoir 14 000 milliards de générations futures qui pouvaient servir aujourd'hui à mettre en place des politiques en matière d'eau et d'électricité. Mais cet argent a disparu dans la nature. Cet argent se trouve dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, dans aucune maison d'un dignitaire du pouvoir, vous allez voir un dignitaire du pouvoir consommer de l'eau du robinet. Ils ont assez d'argent pour se payer de l'eau minérale. Ils ont des forages chez eux. Donc, la politique gouvernementale, dans ce sens, si déjà nos dirigeants ne montrent pas l'exemple, ils ont des forages chez eux, ils ne consomment que de l'eau minérale. Et pourquoi ils vont améliorer les conditions des citoyens? Pour quel but? Donc aujourd'hui, la politique gouvernementale en matière d'eau n'existe pas. Oui, mais Destin Gavin, pourtant, en 2013, le Congo avait lancé un programme, Eau pour tous, où il était question de forer 4000 forages, je crois, pour donner accès à au moins 90% de la population à l'accès à l'eau potable. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que c'est un projet qui a coûté quand même beaucoup de milliards. Mais monsieur Christian Perrin, lorsque nous disons, c'est pas que nous critiquons pour critiquer. Le Congo, c'est un pays dirigé, je ne sais pas par quel genre de dirigeant. Parce qu'aujourd'hui, si on était dans un pays sérieux, aujourd'hui, tous les responsables, ceux qui ont mené ce projet ici au Congo de l'eau pour tous, cette compagnie, on devait les traduire en justice. Parce que je ne peux pas comprendre, monsieur Christian Perrin. En 2013, le 4 et le 5 août 2013, le président de la République lance en grande pompe donc ce projet de l'eau pour tous. Et ce projet est confié à une société brésilienne, Asperbras. Mais je voulais quand même rappeler aux téléspectateurs que Asperbras fait partie des sociétés qui ont poussé aujourd'hui le président Lula à être en prison pour des problèmes de pots de vin. Cette société brésilienne est connue dans le monde entier. Elle brille par la corruption. Et donc, l'État congolais débourse 193 milliards de francs CFA pour la construction de 4000 forages. Mais monsieur Christian, on peut regarder là où c'est dangereux d'abord. Lorsque vous divisez 193 milliards de francs CFA par 4000, vous trouvez 193 milliards, oui. Quand vous divisez 193 milliards de francs CFA par 4000 forages, vous trouvez 47 millions de francs, c'est 47 millions 500 000 francs CFA. Donc ça, c'est par forage. Or, la norme pour un forage dans le monde entier, ça, c'est dans une zone où l'eau n'est pas, l'eau est difficile à trouver, comme dans le Sahel, par exemple. Le prix d'un forage varie entre 7 et 10 millions de francs CFA. Mais vous avez vu qu'ils ont ce que vous dites là, c'est authentique. Authentique, vous pouvez vérifier, faites des vérifications, faites des recherches, vous me donnerez raison. Cette société-là facture un forage à 47 millions de francs CFA. Donc, soit elle a pratiquement 2 ou 3 fois ou 4 fois. Et donc, ça veut tout simplement dire que cette société, en complicité avec les autorités congolaises, ceux qui sont habitués à surfacturer, ils ont surfacturé pour qu'ils puissent avoir, comme d'habitude, de l'argent en plus pour faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on fait ce genre de choses, lorsqu'on décide d'aller au-delà des prix normaux, l'idéal au moins c'est que les choses se font et que les choses demeurent. Mais aujourd'hui, M. Christian Perrin, ces forages-là ressemblent aux caisses de résonance. L'eau ne coule plus. Ça fait plus de 5 ans, par exemple, je veux prendre l'exemple de Louvakou, ce forage-là, ça ne marche plus. Et non seulement ils n'ont pas pu faire les 4000 forages dans tout le Congo, mais ils ont également mal fait le travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces forages n'existent plus. Donc les 193 milliards de francs CFA sortis du trésor public congolais ont disparu dans la nature, ont disparu pour un projet qui n'a pas porté ses fruits, et aujourd'hui la population congolaise continue à boire de l'eau sale, de l'eau non traitée, de l'eau non potable, pendant que les dignitaires du pouvoir se sucrent chez eux avec de l'eau minérale. Vous voyez à quel niveau l'esprit du dirigeant congolais est? Et ça, aucune information judiciaire non plus n'a été ouverte. Les responsables, celui qui a emmené le projet au Congo, vit normalement. Cette société, vous savez, lorsqu'on confie, d'après les recherches que j'ai eu à faire, lorsqu'on confie à une société la responsabilité de bâtir, c'est-à-dire ce genre de réalisation, il y a plus ou moins 10 ans d'observation dans l'entretien de ce qu'ils ont eu à faire.
Et aujourd'hui, nous sommes qu'à 7 ans. C'est-à-dire l'État congolais a la responsabilité de poursuivre cette société parce que, en moins de 5 ans, nous avons vu que tout ce projet s'est écroulé comme un château de cartes. L'État n'en parle pas parce que il y a des gens qui sont derrière ce projet, qui ont eu à se sucrer, qui ont eu à dilapider, qui ont eu à bouffer l'argent du contribuable. Et donc, comme le Congo brille par l'impunité, comme le Congo brille par la gabégie, qui va les poursuivre. Et voilà donc, après 8 ans, bien sûr, puisque c'est en 2013 que le projet avait été lancé, 8 ans après, qu'est-ce que l'on constate sur le terrain? Je vais donc inviter nos téléspectateurs à suivre avec nous ce reportage réalisé par nos confrères de Vox TV et on revient sur notre plateau. Suivez. Depuis plus d'une semaine, cette femme habitante de Ngamakosso, un quartier périphérique de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville, parcourt plus de 5 km à pied pour s'approvisionner en eau potable. Elle quitte souvent sa maison entre 4 et 5 heures et brave le climat d'insécurité qui règne dans son secteur, justement pour rechercher l'eau de la LC2 qui ne coule plus de son robinet. Une semaine, mon vimba Toute une semaine privée d'eau du robinet, c'est inconcevable. Je suis sortie de chez moi à 5 heures. J'ai rencontré des brigands qui m'ont ravi 5 bidons de 25 litres sur les 10 que j'avais. J'étais sans force face à ces racketteurs. On est fatigué de cette situation. Dans tout le secteur, l'eau du robinet est devenue une denrée rare. Sur les artères principales, c'est le défilé des bidons jaunes pour une destination incertaine. Ça fait quelque part mal parce que nous faisons des efforts. On dit votez, faites ceci, nous faisons. Mais quelque part, il faut penser aussi à cette population-là. Sévère, les zones de Mboualé et Petit Chose que l'on rencontre certaines familles et pousse-pousseurs avec des bidons remplis. Le transport de l'eau, un véritable casse-tête ici. Certaines familles préfèrent aller dans les bas-fonds pour se ravitailler dans de petits lacs. Mais ici, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Chez nous, l'eau ne coule plus. Ça fait quelques jours que l'eau ne coule pas. On est obligé de venir laver les habits ici. Avec le vélo, là, c'est plus facile. Il va amener l'eau à la maison, l'eau à boire, l'eau de se laver, laver les habits, les assiettes. Voilà, on se débrouille seulement comme ça. Une semaine de pénurie en eau potable, une semaine de baignade dans ce lac pour des petits-enfants et de travaux domestiques pour des femmes. Alors, Monsieur Gavet, vous venez de suivre avec nous ce reportage réalisé par Vox TV sur, bien entendu, les conditions d'accès à l'eau au Congo-Brazzaville. Je me pose la question si cette eau est d'ailleurs potable. Qu'est-ce qui peut justifier cette pénurie après tout ce que tu viens d'expliquer, peut-être la corruption, puisqu'il y a tout un programme qui avait été lancé, d'ailleurs tu as évoqué tout à l'heure, 4000 forages, mais qui aujourd'hui ne sont que des éléphants blancs. Quelle analyse faites-vous de ce genre de situation? Mais c'est de la tristesse, monsieur Christian Perrin. C'est de la tristesse. Lorsque je constate que mon peuple vit ce genre de situation, pour avoir de l'eau, il faut se réveiller à 4 heures du matin, il faut soulever des bidons à des dizaines de kilomètres, mais c'est de la honte. Le Congo, pour finalement recueillir de l'eau sale, en plus. Mais de l'eau sale, de l'eau non traitée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Congo a un débit de 51 000 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 15 fois plus que le Nil, donc le fleuve Congo. Ça veut dire aujourd'hui, si le Congo a un problème d'eau, c'est de la... Ça dit que l'incompétence, c'est un petit mot. Ça dit que le niveau que nous sommes arrivés, c'est incroyable, quoi. Ça dit que nos dirigeants, je me pose la question, est-ce qu'ils se mirent? Parce que le Congo a tout pour avoir de l'eau 24 sur 24, mais de l'eau traitée. Mais malheureusement, nous constatons que sur le terrain, que la population est obligée de consommer l'eau de pluie. Mais attends, nous ne sommes pas dans une zone désertique. Le Congo est entouré d'eau. Bien arrosé. Le fleuve Congo, c'est... Maintenant, le Congo, c'est le fleuve Congo, c'est après l'Amazon, c'est le fleuve Congo. Nous avons des cours d'eau de gauche à droite. Mais vous imaginez, dans un village comme Diveni, il n'y a pas de l'eau potable. Les gens consomment de l'eau de la Bibaka. C'est une rivière. Il n'y a rien à Diveni. Il n'y a rien à Nyanga. Il n'y a rien à Makabana. Mais dans ces villages, il y a des membres du gouvernement qui ne foutent absolument rien pour leur localité. Ils autorisent des citoyens à consommer l'eau non traitée, l'eau de pluie.
Vous imaginez l'eau de pluie? Donc ça tombe sur Oui, le toit. oui, monsieur Gavet, évidemment, vous avez. Ouais, donc lorsqu'on aborde ce genre de sujet, en 2018, à Dolisie, tout le monde se rappelle. Oui, mais je voulais que l'on parle d'abord de ton expérience personnelle, dans l'accès, bien entendu, à l'eau potable. Est-ce que vous aussi, vous avez les mêmes problèmes que les simples citoyens? Mais je vais en venir, parce que quand je parle de 2018, c'est pour faire le parallèle. C'est-à-dire, en 2018, je suis citoyen de Dolisie. Dans mon quartier, le quartier capable, l'eau ne coule ou l'eau ne coule presque pas. En une semaine, vous avez l'eau 2 fois. Et lorsque vous arrivez à la fin du mois, on vient vous déposer des factures. Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé d'organiser une marche pacifique pour protester. À l'époque, c'était la SNDE qui a changé de nom, mais les réalités n'ont pas changé. Je me suis fait arrêter à Dolisie parce que pour cette marche, j'ai fait la maison d'arrêt. J'ai été jugé pour ce problème. Mais rassurez-vous, monsieur Christian, durant mon procès, je suis venu avec une bouteille et j'ai démontré au magistrat qui est en face de moi en lui disant que vous êtes les fonctionnaires les plus payés au Congo avec plus d'1 million de salaires. La plupart d'entre vous consomment de l'eau minérale. Mais regardez le niveau de l'eau que consomme la population. Mais je vous dis que j'ai été acquitté, pur et simplement, parce que les magistrats ont compris que avec des dédommagements logique. Non, mais au Congo, qui va te dédommager? L'État congolais, c'est un État irresponsable qui va te dédommager. Donc, c'est pour dire, monsieur Christian, que nous vivons ces réalités. Pendant que moi, je vous parle là, je suis à Pointe-Noire. Oui, Destin Gavet, s'il vous plaît, sans vous arrêter, oui. Vous allez continuer, mais... Non, s'il vous plaît, je suis aussi à du mouvement. Je vais juste comprendre une chose. Vous avez parlé réalité. Est-ce que je vis les mêmes réalités? Je suis aussi à du mouvement républicain pendant que je vous parle là, à Ngoyo. Oui. Mais toute la population de Ngoyo sait que entre dimanche et jeudi, l'eau ne coule pas à Ngoyo. Entre dimanche et jeudi, l'eau ne coule jamais à Ngoyo. Tout le temps ou bien Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est la logique de Ngoyo, c'est-à-dire qu'il faut servir d'autres quartiers parce que la LCE est incapable de servir toute la ville de Pointe-Noire, sinon, du moins, les quelques zones qu'ils arrivent à couvrir, j'allais dire. Parce que dans d'autres quartiers, comme en Vindoulou, il n'y a pas d'eau. Et cela dure depuis combien de temps? Mais ça dure depuis toujours, c'est la réalité d'ici. Faites un micro-trottoir, on vous dira la même chose. Ce n'est pas des faits imaginaires, mais c'est des faits réels que je vis. Donc, c'est une façon de vous dire qu'aujourd'hui, je vis, je subis cela. Puisque je n'ai pas les moyens pour me procurer de l'eau minérale, puisque je n'ai pas les moyens pour me faire construire un forage chez moi à la maison, qu'est-ce que je fais? Et donc, si j'ai bien compris, on vous prive de l'eau, on vous envoie les quittances, vous devrez payer, mais quand vous voulez revendiquer évidemment vos droits, on vous arrête. C'est ce que je sens sur la petite excuse. Mais c'est la réalité du pays ici. C'est la réalité. Alors que notre article 27 de la Constitution dit un citoyen congolais peut manifester lorsqu'il pense que ses droits sont bafoués. Mais en matière d'eau, les droits des Congolais sont bafoués. Parce que vous ne pouvez pas rester de dimanche jusqu'à jeudi sans eau, pendant qu'à la fin du mois, lorsqu'on vous emmène la facture, on ne déduit pas les jours que vous n'avez pas eu de l'eau. Comme même ce taux, entre guillemets, c'est de l'eau, voilà, hein, comme vous le savez. Donc, voilà la réalité du quotidien de la majorité des Congolais. 70%, 80% des Congolais se trouvent dans cette situation. Et ça dure depuis des années. Après 61 ans d'indépendance, on ne peut pas être aussi méchant, aussi irresponsable pour que le peuple congolais n'arrive pas. L'eau, c'est la vie, vous l'avez dit en introductif. Donc, si l'eau, c'est la vie, ça veut dire qu'au Congo, il n'y a pas la vie. Parce qu'il n'y a pas l'eau au Congo. Et j'imagine toutes les maladies que cela peut... Et voilà, les maladies respiratoires. Il y a de la diarrhée pour les enfants. Il y a des maladies pulmonaires. Et les enfants meurent à cause de ça. Si le taux de mortalité infantile est assez élevé au Congo, c'est pas seulement le paludisme. Voilà. Il y a la diarrhée due à la mauvaise qualité d'eau. Et ça, l'État est impuissant. Et vous pensez que cette situation peut être aussi due en partie à la crise économique et financière que... Il faudrait pas se cacher derrière la crise. Aujourd'hui, le prix du baril a remonté. Est-ce que le gouvernement congolais est passé à la télé pour dire oui, le prix a augmenté? Tout le monde se cache derrière le baril. Le Premier ministre allait avec une délégation pléthorique à Paris pour aller faire quoi? Pour aller négocier les marchés, ils ont dit. Mais quel marché? Vous allez négocier les marchés avec 9 ministres, 8 ministres, avec une délégation de 50 personnes? Là que vous parlez de restrictions dans un pays sérieux. Le Premier ministre pouvait installer son quartier général à l'ambassade du Congo en France, à Paris, au lieu d'aller prendre un hôtel de luxe où on paye beaucoup des milliers d'euros par jour, juste pour recevoir
Mais la modestie voudrait qu'on installe, si nous sommes en récession économique, s'il faut assainir les finances publiques, s'il faut réduire le train de vie de l'État. Le Premier ministre pouvait s'installer à l'ambassade du Congo pour recevoir ses hôtes. Qu'est-ce que ça devait changer? Dites-moi, qu'est-ce que ça devait changer? Au moins, l'État pouvait conserver un peu d'argent. Donc, c'est pour dire, monsieur Christian Peurin, la crise n'a rien à voir. Les 14 000 milliards des générations futures sont partis où? Les 14 000 milliards. Le président Sassou, en 2016, durant la campagne présidentielle, il a dit, je cite, les 14 000 milliards des générations futures, c'est pour les générations futures. Oui, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Tout ce qui a été fait au Congo a été fait pas sur fonds propres congolais. La route, c'est une dette. C'est une dette que l'État congolais a contractée. Mais où sont passés les 14 000 milliards des générations futures? Où est passé cet argent? Et puis 14 000 milliards. Aujourd'hui, pour dire c'est la crise qui a fait ce que les Congolais n'ont pas de l'eau. Mais avant la crise, et avec les petits calculs que l'on peut faire, mais oui, quand vous partez dans un pays comme le Rwanda, par exemple, qui a connu le génocide en 94, parce qu'on essaie de nous faire avaler l'histoire de la guerre de 97, mais le Rwanda a connu pire. Mais après, aujourd'hui, quel est le niveau de vie d'un citoyen rwandais? J'ai des amis qui sont au Rwanda, qui n'ont pas de problème de courant, ils n'ont pas de problème d'eau. Même un petit pays comme le Gabon, ils arrivent à le faire. Mais pourquoi le Congo avec toutes les ressources que nous avons? Il ne faut pas oublier que nous avons eu des budgets à 4 000 milliards de francs CFA dans ce pays. Et à cette époque-là, il y avait la crise. Pourquoi vous me parlez de la crise, M. Christian? Il n'y avait pas de la crise à cette époque. Mais les gens ont abusé, ont volé, ont pillé la République. C'est des criminels politiques, des criminels économiques. Ils ont pillé la République. Et ils se contentent aujourd'hui d'envoyer les enfants à l'extérieur aller étudier pour ne pas vivre les réalités que nous vivons, que la population congolaise vit aujourd'hui. Manquer de l'eau, ne pas donner de l'eau potable à une population est un crime. C'est un crime. Mais au fait, pendant qu'on parle de l'eau, parce que je sais que l'eau et l'électricité sont liés au Congo-Brazzaville. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Est-ce que, dans le cas d'espèce, l'eau ne coule pas au robinet au Congo-Brazzaville? Est-ce dû au manque d'électricité ou bien c'est juste que, on n'a pas construit les châteaux d'eau ou les forages? Non, mais il y a un problème, il y a un problème de politique gouvernementale en matière d'eau. Oui, le courant, en grande partie, est responsable, parce que lorsqu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau au Congo. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas l'électricité, toutes les machines ne fonctionnent pas. Mais c'est pour dire qu'ici au Congo, non, mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Parce que, vous voyez, les gens veulent relancer les choses. Quand vous prenez, par exemple, la zone économique spéciale de Maluku, c'est à 70 km de Brazzaville. Mais il n'y a pas d'eau là, il n'y a pas de courant là-bas. Mais on veut relancer l'économie. On veut parler de la diversification de l'économie. Il n'y a pas d'électricité là-bas jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, l'eau et le courant au Congo, c'est un éternel problème que le gouvernement n'arrive pas à résoudre. Non pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté politique, dans la mesure où ce n'est pas eux qui consomment ce taux. Vous savez que tous les ministres, tous les dignitaires du pouvoir congolais ont des groupes électrogènes chez eux. Faites un sondage d'opinion. Tous les ministres congolais, ça je vous le dis haut et fort, ont des groupes électrogènes. La marque préférée des dignitaires congolais, c'est SDMO. Bon, vous voyez un peu, c'est-à-dire que pour eux, dès qu'il y a coupure, dans les 5 minutes qui suivent, le groupe se lance automatiquement. Mais en fait, Destin Gabé, en février 2020, une troisième turbine à gaz avait été inaugurée à Pointe-Noire par Denis Sassou Nguesso, faisant passer donc la puissance de 314 à 484 mégawatts. Cela n'a pas non plus amélioré les conditions d'accès, par exemple, à l'électricité? Monsieur Christian Peurin, le problème du Congo, il est complexe. Avant que je ne réponde à cette question, prenons le cas du barrage hydroélectrique d'Imbulu. Ce barrage-là, quand nous a vanté les mérites. Ce barrage qui devait produire 75 000 mégabytes, etc. Mais est-ce que vous savez que ce barrage-là, c'est en quelque sorte, c'est une caisse de résonance? Parce que ce barrage où on a dépensé près de 293 milliards de francs CFA, mais ce barrage, pendant la saison de pluie, il ne fonctionne presque pas. Parce que d'après, lorsqu'on allait faire des études dans cette zone, il a été remarqué que cette zone était une zone très sableuse
Et donc, il devrait avoir des problèmes d'inondation, d'ensablement pendant la saison des pluies. Mais étant donné que le Congolais, il s'en fiche, le dirigeant congolais, pour lui, ce qui compte, c'est avoir des marchés et percevoir les 10%. Aujourd'hui, ce barrage ressemble aujourd'hui à un investissement zéro. On a inauguré, oui, vous avez parlé ici de l'inauguration la troisième turbine. Mais qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé du tout, puisque les délestages demeurent. La ville de Pointe-Noire est quasiment dans le noir. C'est des courants sectoriels. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un pays en plein 21e siècle, vous dormez, vous vous réveillez, en pleine nuit, il n'y a pas le courant. Mais attendez, si on pense qu'on est incapable, il faut libérer donc l'accès à l'énergie à d'autres compagnies qui peuvent fournir de l'électricité aux Congolais. Parce qu'en plein 21e siècle, il y a le solaire, il y a l'hydroélectrique. Le Congo, contrairement à l'Allemagne, a une puissance thermique de 584 000 GOR VDP, c'est-à-dire supérieur à l'Allemagne. Mais le Congo, en éolienne, c'est zéro. Rien du tout. Rien n'est fait. Par contre, l'Allemagne, aujourd'hui, est en train d'exceller avec des graviations moins importantes que celui du Congo en termes d'enseignement. Donc, c'est pour dire que le problème du Congo, M. Christian Perrin, on peut multiplier les inaugurations tant que on n'arrive pas à aller vers les états généraux de l'électricité. Parce que les câbles, les lignes que nous utilisons, les lignes haute tension que nous utilisons datent des décennies et des décennies. Et donc, la distribution du courant pose problème. Parce que les infrastructures n'existent presque pas. Les transformateurs ont vieilli. Alors qu'avec tout l'argent que nous avons amassé, je rebondis toujours sur les 14 000 milliards des générations futures, parce que pour moi, c'est la base. Cet argent-là pouvait régler définitivement le problème d'eau et d'électricité au Congo. On a préféré aller cacher ça dans les paradis fiscaux pour que la population congolaise continue à croupir dans la misère, dans la précarité, dans le manque d'eau potable, le manque d'électricité en plein 21e siècle. Alors qu'au Gabon voisin, il y a maintenant les systèmes de cartes. Vous payez le courant comme si vous payez de l'eau, comme si vous payez votre crédit. À ce niveau-là, chacun paye son courant. Mais au Congo, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas. Dès lors que le réseau de distribution est quasiment piètre, sans oublier la corruption qui mine ces compagnies-là. Quelqu'un ne consomme pas l'électricité pendant tout le mois, vous pouvez l'emmener une facture. Quand vous ne payez pas, il faut aller dans les pénalités. J'ai suivi le ministre Honoré Saï à la télévision, à l'Assemblée. C'est lui qui disait à l'époque que la démocratie au Congo commençait à Pointe-Noire, s'arrêtait au rond-point Mongali. Il a le courage de venir dire à la télé, si nous exigeons les pénalités, c'est parce qu'on ne peut pas exiger les pénalités, sinon les gens n'iront pas payer. Les retraités aujourd'hui ont combien de mois d'impayés? Un retraité, comment est-ce qu'il va faire pour payer son courant? Plus de 27 mois. Non, ils sont 40 mois, 27 mois, c'est peu. 40 mois déjà. Les agents des collectivités locales, la mairie de Dolisie, la mairie de Mosenjo, la mairie de Nkaï, la mairie de Wesso. Vous savez, ils ont combien de mois d'impayés? 50 mois. Ils sont d'ailleurs en grève actuellement. Et quand quelqu'un qui a été à l'opposition, parce qu'aujourd'hui il se retrouve au pouvoir, il oublie la souffrance des Congolais et il commence à défendre un régime qui martyrise sa population, c'est triste. C'est triste d'avoir ce genre de politique dans notre pays. Les politiques, à l'image de Honoré Saï, n'existent plus ailleurs. Il faut simplement dire qu'à l'image de tout le gouvernement, peut-être. Non, mais je prends son exemple parce que lui, c'est lui qui est en charge de l'électricité et de l'eau aujourd'hui. Il vient d'arriver, il bénéficie encore. C'est pas un problème qui vient d'arriver. On lui a donné une patate chaude entre les mains, il savait. Vous voyez la qualité d'homme politique que nous avons au Congo? C'est un exemple que j'ai eu à prendre. Lui qui a un forage chez lui, qui vend de l'eau à la population de Dolisie. Un ministre de tutelle en charge de l'eau, qui a un forage chez lui, qui vend de l'eau. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? C'est une activité à caractère commercial, c'est interdit. Donc, M. Saï peut faire à ce que l'eau ne coule pas à Dolisie pour qu'il y ait assez de clients, par exemple. Par exemple, évidemment, l'électricité est pour une société moderne ce que l'air et l'eau sont
pour la vie. Alors, on va parler un peu de politique, la vie des partis, avant de terminer, puisque nous allons déjà vers la fin de notre émission. Monsieur Destin Gavet, vous êtes président du mouvement républicain. Entre-temps, vous aviez une alliance avec l'UDH-UKI, qui malheureusement a perdu son leader, donc Guy Brice Parfait Kolela. On ne sait pas à quel niveau se situe cette affaire, puisqu'on parle déjà, je crois, de son inhumation d'ici là, mais c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. C'est un peu regarder au niveau de la vie des partis. Après votre alliance, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quoi portait-elle votre alliance et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une alliance politique, sinon un accord de gouvernement, une alliance, un accord entre deux partis, l'accord se fait entre deux partis. L'accord ne se fait pas entre deux individus. L'accord que nous avons eu, c'est l'accord entre l'UDH-UKI et le mouvement républicain, respectivement représentés par leur président. Et donc, si Guy Brice Parfait Kolela, par son âme, j'ai même du mal à parler de lui au passé, avait décidé de nous tendre la main parce qu'il pensait que nous pouvions mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'il n'existe plus. Et oui, mais M. 5 mois qu'il n'existe plus, nous apprenons que finalement, le parti, puisque c'est ce que vous venez de dire, vous avez signé, ce sont des partis qui, en fait, ont signé des accords, ce ne sont pas des individus, c'est entre partis. Mais aujourd'hui, apparemment, l'UDH-UKI veut se tourner vers l'opposition de Tsatsi Mabiala. Vous avez cette information et qu'est-ce que vous pensez? Vous irez avec l'UDH-UKI vers cette opposition, puisqu'apparemment au Congo, il y a 2 oppositions radicales et puis une autre opposition qui, en fait, je dirais entre guillemets. Monsieur Christian Perrin, il y a plusieurs oppositions. L'opposition est plurielle. Il n'y a pas 2 oppositions. Il peut y avoir l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Mais le problème, c'est quoi? Tout le long de la campagne. Vous irez avec UKI à l'opposition de Tsatsi Mabiala? Laissez-moi éclairer un peu les téléspectateurs. Tout au long de la campagne, Guy Brice Parfait Kolela a toujours dit, je peux prendre le président Jean-Jacques Serge Ombio Pango à témoin pendant la campagne. D'ailleurs, certains membres de l'UDH-UKI qui étaient pas les moindres, qui étaient avec nous pendant la campagne, le savent. Guy Brice Parfait Kolela disait toujours, il a été trahi par l'opposition politique congolaise. L'OPC que dirige Pascal Tsatsi Mabiala. Il a été trahi parce qu'il est membre de cette opposition. Il a là une élection, il n'a pas été soutenu. Et Guy Brice Parfait Kolela a toujours dit, il n'allait plus jamais s'asseoir sur la même table avec Tsatsi Mabiala dans cette opposition. Donc si aujourd'hui, les informations que vous me donnez, parce que je n'ai pas cette information-là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu le temps de nous asseoir avec l'UDH-UKI pour regarder désormais vers quelle direction nous devons regarder. Mais ce qui est vrai, c'est que, au-delà de tout, comme je l'ai dit, Guy Brice Parfait Kolela, de son vivant, s'il était en vie aujourd'hui, il ne pouvait même pas réfléchir à cette option. En aucune manière. Si les dirigeants de l'UDH-UKI pensent qu'ils doivent repartir à l'OPC, ça veut dire qu'ils vont à l'encontre de ce que pensait le visionnaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'UDH-UKI a été créé par Kolela. C'est Kolela qui a créé ce parti. Et il a créé ce parti pour un but, conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, l'UPADES n'est pas dans les mesures, sinon l'OPC n'a pas les aptitudes aujourd'hui de conquérir le pouvoir. Nous savons ce que Tsatsi Mabiala fait dans ce pays. Et donc, si l'UDH-UKI décide de repartir à l'OPC, c'est qu'ils vont à l'encontre de la vision de Kolela. Mais si c'est une décision collégiale au niveau du parti. Non, je le dis, je m'appuie sur ce que Kolela nous disait durant la campagne. Que lui, en tant que visionnaire de l'UDH-UKI, il ne pouvait plus jamais repartir à l'OPC. Il ne pouvait plus s'asseoir avec Tsatsi Mabiala sur la même table dans cette opposition politique. Et donc, si l'UDH-UKI décidait de repartir à l'OPC, ça veut dire qu'ils vont à l'encontre de ce que voulait leur leader, leur visionnaire, le patron de l'UDH-UKI, celui qui a créé l'UDH-UKI avec son intelligence. Au-delà de cela, c'est pas parce que l'UDH-UKI doit repartir, s'il repartait bien évidemment, nous parlons conditionnel, que le mouvement républicain doit les suivre comme des moutons de Parnage. Non, nous sommes un parti indépendant. Nous sommes un parti souverain. Nous avons signé un accord de gouvernement avec UKI parce qu'on a besoin de l'alternance au niveau de notre pays. Ça fait 40 ans, ou presque, que Denis Sassou Nguesso commande ce pays. Vous pensez qu'il est plus que les 5 millions de Congolais que nous sommes? Vous pensez que Denis Sassou Nguesso est le seul qui peut commander ce pays? Mais c'est un humain, c'est un mortel. Vous pensez que le jour que Sassou va mourir, le Congo ne sera pas dirigé par un Congolais?
Donc, si l'UDH Yuki décidait de repartir dans une plateforme d'opposition qui les a trahis, qui ne les a pas soutenus durant la présidentielle, ça n'engage que l'UDH Yuki parce que c'est un parti souverain. Mais moi, ce que je peux dire, c'est quoi? Kolela s'est adressé au peuple congolais sur son lit d'hôpital. Il est mort pour ce combat. Il a dit au peuple congolais, battez-vous pour le changement. Vous pensez que, pourquoi il n'a pas dit l'UDH Yuki, battez-vous pour le changement? Il s'est adressé à tous les Congolais, y compris le mouvement républicain. Et nous qui ont été très proches de lui, jusqu'à sa dernière heure, jusqu'à son dernier souffle, nous pensons que si Yuki repart à l'OPC, ça n'engage que eux. Nous n'irons jamais à l'OPC, jamais du tout. Nous allons continuer ce combat, comme l'a dit Kolela, de nous battre pour le changement. Et ce changement, nous allons le faire avec le peuple congolais. Le peuple qui va se retrouver dans ce que nous faisons. Avec les partis qui pensent au changement. Pas des partis qui veulent se stagner. Yuki est libre de faire ce qu'il veut. Le MR est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, le message de Kolela est clair, ça résonne dans nos oreilles. Battez-vous pour le changement. Et nous sommes pour ce changement. Aucune formation politique ne nous empêchera d'aller vers ce changement. Nous avons été très proches de Kolela. Nous sommes en quelque sorte les parrains de ce changement. Et nous allons jouer ce rôle à fond jusqu'à ce que le changement intervienne dans ce pays. Parce que ce pays va changer, M. Christian Perin. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que le pays change. Et ça va changer. Aucun régime n'est resté éternel dans le monde entier. Aucun. Même les régimes qui étaient les plus puissants. Ah ben oui, nous sommes à fond dans ce combat. Nous devons honorer la mémoire de Kolela. Nous n'allons permettre jamais aux oiseaux de mauvais augure, aux opportunistes, de salir la mémoire de ce personnage, de ce grand personnage, celui qui s'est battu jusqu'à la fin pour délivrer ce pays. Il est tombé au front, arme à la main. Ce n'est pas un individu ni un parti politique qui va empêcher à ce que ce combat-là soit pérennisé. Impossible. Impossible, vous avez dit, et je vous ai aussi entendu dire, vous n'irez jamais à l'OPC, donc l'opposition de Tsatsi Mabiala, mais je me rappelle un peu cette petite phrase qui dit, ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai de ton mot. J'espère que c'est un engagement que vous prenez là devant vos militants. Vous n'irez jamais. La position du mouvement républicain est connue. Je suis un lissoubiste de conviction, pas un lissoubiste opportuniste. Si je me suis incliné devant la tombe de Pascal Lissouba à Perpignan, à 700 km de Paris, c'est pas pour un coup médiatique. C'est parce qu'au-delà du fait que Lissouba soit mon arrière-grand-père, j'ai aimé sa conviction. J'ai aimé son combat politique. Et je ne vois pas Lissouba dans ce que fait l'UPADES aujourd'hui. Sinon, nous autres, on ne devait pas créer des partis politiques. Et moi, je ne veux pas m'asseoir sur la même table avec ceux qui sont en train d'accompagner le pouvoir dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a un membre de l'UPADES au gouvernement. Vous comprenez? Hier, on a crié sur nous lorsque nous avons parlé de Lissouba. Mais il a été viré de son parti, hein, je crois. Oh, arrêtons ça. Ils vont le rétablir. Vous savez à combien de membres de l'UPADES sont le cabinet de Saï? Vous le savez? C'est des mises en scène. Mais voilà. Dites-le nous. Il y a des membres de l'UPADES qui se trouvent dans ce cabinet ministériel. Personne ne va me contredire là-dessus parce que c'est une vérité absolue. Ce qu'on nous reproche, c'est la vérité, M. Christian Perin. Nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas habitués à mentir. Et nous allons la même mentir. Le peuple a besoin de connaître la vérité. Quand je dis je ne vais jamais m'asseoir sur la même table que les politiques de l'espèce de Tsatsi Mabiala, c'est-à-dire dans une opposition qu'il dirige, c'est la vérité. L'opposition est plurielle, M. Christian Perin. Et donc, lorsque l'opposition est plurielle, la loi est claire, la loi de 2017 sur le statut de l'opposition. Lorsqu'on est opposant, ça veut dire qu'on est contraire à l'action du gouvernement. C'est ça la définition d'un opposant. Mais c'est tout de même le président de l'opposition, non? Puisque c'est lui, Vous avez déjà vu dans quel pays au monde? En France, par exemple, vous avez déjà vu Emmanuel Macron nommer un chef de file de l'opposition? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est une façon de contrôler un homme. Quand on te donne les moyens qu'il faut, on te donne un véhicule noir, on te donne un budget de 150 millions l'année, avec tous les avantages qui vont avec. Est-ce que tu auras encore le temps de parler? Est-ce que tu auras encore le temps de critiquer Sassou Nguesso s'il fait mal? Puisque tu bouffes avec lui. C'est lui qui a signé ton décret. L'opposition est plurielle, on n'a pas besoin de ça. Si on veut être opposant, c'est être opposé à l'action du gouvernement. Je n'ai pas besoin d'avoir un chef de file. Ça ne m'engage pas. Ça n'engage que lui et l'opposition qu'il dirige. Mais moi, je ne me vois pas dans cette opposition-là. Je ne me reconnais pas dans cette opposition-là. Parce que pour moi, l'opposition, c'est pas ça. Regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Vous savez que l'opposition congolaise, c'est la lanterne rouge de toutes les oppositions dans le monde. La lanterne rouge.
Regardez ce qui se passe au Sénégal. C'est ça l'opposition. Donc, M. Christian Perin, quand vous dites jamais, jamais oui, nous savons ce que nous voulons. Nous n'avons pas créé le mouvement républicain pour accompagner quelqu'un. Nous avons créé ce parti pour diriger. Voilà pourquoi nous sommes allés dans un accord de gouvernement avec Kolela. Un accord de gouvernement, c'est diriger ensemble. Nous ne sommes pas des accompagnateurs. Nous ne sommes pas en quête de gain. Nous avons le souci du peuple congolais. Nous avons fait la prison pour le peuple congolais. Nous nous battons pour le peuple congolais. Nous sommes privés de beaucoup de choses à cause du peuple. Si nous avons pris la résolution de nous engager en politique, c'est pour le peuple, c'est pas pour nous. Parce que pour nous, on pouvait faire autre chose. Nous avons des qualifications qui pouvaient nous permettre de bien gagner notre vie. Mais on s'est engagé pour le peuple, parce que le peuple souffre. Ce 70% de la population congolaise vit sous le seuil de pauvreté, moins d'$1 le jour, alors que le Congo est le 3e pays de producteur dans la zone subsaharienne. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça notre engagement. Et donc, nous assumons ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes pour l'alternance. Nous sommes pour le changement, comme l'a dit Kolela. Et nous allons nous battre pour le changement. Vous allez vous battre pour le changement. C'est par là que nous allons donc mettre terme à notre émission aujourd'hui, à moins que vous ayez une préoccupation dont la question n'a pas été posée. Vous avez quelques secondes pour cela. Mais ce que nous pouvons dire, c'est quoi aujourd'hui? Nous avons suivi le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, sur les antennes de TV5, lorsqu'il aborde la question des prisonniers. Il parle des prisonniers de droit commun. On doit avoir honte dans ce pays aussi. On doit aussi avoir l'humilité de reconnaître. On parle de réconciliation nationale au Congo. La réconciliation nationale n'a jamais eu lieu au Congo. Regardez comment les enfants du Congo meurent à l'extérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur, Philippe Pikita, est mort à l'extérieur. Il a été condamné par contumace. Vous voyez comment ça nous fait mal. Le président Sassou doit être au-dessus de la mêlée. Ça fait déjà 5 ans que Moukoko et Okombi Salsa ont purgé et ils ont déjà passé 5 ans en prison. Le président Sassou peut décider aujourd'hui de mettre fin à cette histoire pour que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table et discuter. Libérer les prisonniers. Par contre, Anatole Collinet pense que c'est à eux plutôt de demander cette grâce. C'est pas de dire Sassou Nguesso de les libérer comme ça. Lorsque Alassane Ouattara a libéré les prisonniers politiques, les prisonniers avaient demandé la grâce. Arrêtons ça. Arrêtons avec les mots. Le français, c'est une langue que nous avons apprise. C'est pas notre langue. Et arrêtons de prendre les autres pour des dupes. Le président Sassou, s'il a envie de libérer Moukoko et Okombi Salsa aujourd'hui, il n'a pas besoin qu'on lui demande pardon. Le président Sassou va vers la fin de son règne politique. Il est plus proche de la fin qu'au début. Il a 45 ans dans la vie active, la vie politique, pendant plus de 45 ans. Le peu de temps qui lui reste encore au pouvoir, il peut rentrer dans l'histoire. Il peut décider de mettre fin à tout ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas diriger un pays seul. Le système actuel a démontré ses limites. Il est temps que d'autres énergies rentrent en scène pour que le pays soit redressé. Ceux qui sont allés faire en France une promenade de santé, aucun acteur politique, aucun homme d'affaires sérieux, digne de son nom, ne viendra investir ici au Congo dans le climat actuel. Le contexte politique, social est morose. Le Congo est dans une situation irrémédiablement compromise, lourdement obérée. Il est temps que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table. Il est temps que les acteurs politiques puissent s'asseoir autour d'un dialogue national inclusif. Nous avons eu à faire des propositions au président de la République. Nous l'avons suggéré. Nous lui avons recommandé de libérer les prisonniers politiques pour que les Congolais puissent se réconcilier. Vous croyez que Moukoko n'a pas de partisans? Vous croyez qu'Okombi Salsa n'a pas de partisans? Vous croyez que ces gens, ils n'ont pas de familles? Qu'est-ce que ça fait? Lorsque Kone Makosso parle des prisonniers de droit commun, la vidéo de Moukoko date de quand? D'avant l'élection. Pourquoi il n'a jamais été interpellé par la justice congolaise? Donc il fallait attendre la fin de l'élection pour l'interpeller? Arrêtons ça, arrêtons de faire semblant. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Il est temps que les Congolais comprennent que tant que la réconciliation nationale n'a pas lieu, rien ne va marcher dans ce pays. Et c'est la population qui souffre pendant que les milliards de Congolais se trouvent dans les paradis fiscaux.
Et c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Destin Gavet, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain. Vous intervenez là sur la problématique d'accès à l'eau potable au Congo-Brazzaville. Quant à vous, chers internautes, grand merci de nous avoir une fois de plus suivis, mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions. Je vous retrouve très prochainement. Merci.